Bon, bonsoir. Merci d'avoir pris le temps de rester au salon pour assister à la conférence. Je suis content, il y a un peu plus de monde que celle précédente. Je me rends compte que je m'étais mal exprimé, j'avais parlé des régimes santé. Je pense que les gens ont fait une confusion en pensant que c'était des régimes amaigrissants. Donc moi je m'en... Enfin voilà, bref. Donc comme quoi les intitulés, des fois c'est trompeur. Donc là c'est de parler... le but de la causerie... là qu'on va partager ensemble pendant 1 heure, c'est de parler de tout ce qui est cure, jeûne, diète, détox, etc. Tout ce qui renvoie au phénomène d'élimination enfin, voilà, de prise de temps et de rectification du régime alimentaire dans le but d'éliminer les toxines. Donc ça prend des noms divers parce que ça peut avoir des formes diverses. Et le but, c'était de présenter les dangers et les bienfaits. Évidemment, on a en tête que tout ce qui est naturel est bénéfique. Mais on se rend bien compte que l'excès et l'enthousiasme peu modéré amènent aussi au déséquilibre. Donc, quelle que soit la cure entreprise, il faut déjà se poser la question, quel est le besoin? C'est souvent ça qu'on oublie de se poser comme question. Quand apparaît cette idée de faire une cure, une diète, un jeûne ou une détox, c'est après le fait qu'on ait réalisé qu'on avait ou malmené son corps ou par nécessité parce qu'on a un trouble de santé. Et donc c'est une décision qu'on prend en général rapidement en oubliant les années de déséquilibre qu'il y a eu précédemment. Donc déjà la première chose qu'on devrait faire avant d'entamer une cure quelle qu'elle soit, ça serait déjà d'enlever les éléments les plus empoisonnants de notre quotidien ou amener plus de choses. Ça fait, je crois que c'est la 4e année où je fais cette conférence. Bon, à chaque fois, le contenu est différent parce qu'en 1 heure, évidemment, on peut pas tout dire et puis je parle un petit peu de ce qui vient sur le moment ou les questions que j'ai pu entendre parce que l'ère du temps change beaucoup. Elle change beaucoup en fonction des informations qui transitent dans les médias. Aujourd'hui, c'est plus Internet qui est le média populaire et qui amène ces informations. Mais quand on parle de diète ou de détox, on retrouve ça dans les magazines féminins. Et là, il y avait une émission sur France 5 mardi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, où on abordait ça aussi, avec des médecins, des gastro-entérologues. Donc on y parlait des jus de légumes, des jeûnes, etc. Donc tout ce qui est popularisé aujourd'hui. Et donc, ce qui ressortait de ça, c'est vous pouvez éventuellement le faire, mais encadré par un médecin. Sauf que les médecins ne sont pas formés à ça. Et a priori ne sont pas pour ça. Donc en gros, c'est soit vous ne le faites pas, soit vous le faites encadrer par quelqu'un qui n'est pas pour et qui n'y connaît rien. Donc c'est très compliqué. Soit on se retrouve tout seul, soit on se retrouve avec un trop grand enthousiasme à aller vers des choses qui peuvent être trop extrêmes. Se rendre compte déjà qu'il y a un déséquilibre dans l'hygiène globale de notre vie, c'est déjà une première chose qui est très très bénéfique. Prendre conscience que l'air qu'on respire, il n'est pas top, qu'il y a de la pollution électromagnétique, qu'il y a des aliments pleins de pesticides, qu'il y a des aliments qui sont plus entre guillemets empoisonnants que d'autres, que peut-être on mange trop de calories, qu'on a un stress oxydatif, qu'on a une qualité de sommeil qui n'est pas optimum, et une eau qui est peut-être pas top au niveau de sa qualité, c'est déjà un premier pas. Je dirais que c'est déjà le premier pas. Mais de basculer d'un extrême à l'autre, est-ce que ça risque pas aussi de faire basculer le corps dans une dynamique qui est trop rapidement contraire? L'image qu'on pourrait utiliser, c'est peut-être une voiture qui roule en 5e et qu'on repasse tout de suite en 2e. Donc là, moi j'insiste sur cette notion de vigilance. À moins d'un problème de santé extrêmement lourd, il y a tout le temps pour faire les choses. La première des actions à mener, c'est pour moi d'enlever les aliments qui sont les plus nocifs pour l'être humain. Alors, moi, ceux qui me connaissent un petit peu, voilà, ça fait puis ma première conférence en 2010, je répète la même chose à chaque conférence. Alors, je leur dis, les aliments les plus empoisonnants aujourd'hui sont majoritairement les produits laitiers, surtout ceux qui sont à base de lait de vache, qui sont les plus congestionnants à bien des égards.
la problématique des hormones de croissance, les facteurs de croissance, la caséine, le lait de vache, l'insuline bovine qui est identique à l'insuline humaine, l'intolérance au lactose partagée par 80% de la population mondiale, et puis surtout, on va dire, le lait généralement est consommé pas bio, donc que ce soit sous forme de fromage, de yaourt ou autre, on va retrouver dedans, parce que le lait est infiltrant, on va retrouver des résidus antibiotiques, des antidépresseurs qu'on donne aux vaches, des hormones de croissance, tout un tas de choses, de joyeuseté, de pesticides dont on bombarde les végétaux qui servent à nourrir après les vaches. Donc, le lait de vache, déjà, il y a des gens, à bien des égards, quand ils viennent me voir, où il y a une telle sous-vitalité qui est là, le simple fait d'enlever les produits laitiers constitue déjà une détoxination. Alors, j'essaye d'être toujours le plus concret possible. J'avais quelqu'un qui est venu me voir il y a 2 mois à peu près pour une hyperthyroïdie. Enfin, elle n'est pas venue pour ça. Elle est venue voir pour la fatigue chronique. Et elle n'arrivait pas à assumer ses tâches du quotidien. Plus assumer ses tâches du quotidien. Donc dans le couple, ça battait de l'aile. Elle n'arrivait plus à gérer ses enfants. Enfin, en gros, elle était plus dans une gestion du temps et de sa fatigue que dans le fait de profiter de la vie. Et donc c'était pour ça. Donc je regarde les symptômes. Voilà, je ne vais pas vous faire l'anamnèse ici. Je dis, enlève tout ce qui est produit laitier, puis 2-3 autres ajustements, puis on verra dans 6 semaines pour la seconde séance. Et quand elle est revenue, elle était, c'est pas pour, je me jette pas de fleurs, parce que moi j'ai rien fait si ce n'est de lui amener une information, puis c'est elle qui a fait le boulot, mais elle était métamorphosée. On a perdu du poids, mais ça on s'en fout, parce que c'est une incidence secondaire, mais c'est pas le souhait. Moi je travaille pas sur le poids, et surtout énormément de vitalité. Et elle me dit, mais je comprends pas comment ça se fait. Et, je lui dis, est-ce que tu as craqué pendant ces 6 semaines? Elle me dit, oui, une fois sur une glace, donc à base de crème et de lait de vache. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des maux de tête et j'ai eu de la digestion lourde pendant 2 jours. Je lui ai expliqué que ce phénomène-là qu'elle a vécu avec une seule prise, si elle prend 3 fois du lait de vache, pour qui elle, c'est tous différents, mais elle avait une grosse difficulté, c'était une fatigue énorme accumulée par l'organisme qui donnait son énergie, un potentiel X, toute la journée, 3 fois par jour, 4 fois 3, 12, le temps de digestion, 12 heures par jour, pour tolérer ces produits laitiers et essayer de les gérer au mieux. Et simplement le fait de les enlever, elle retrouve non pas de la vitalité, elle a toujours la même vitalité, sauf qu'elle est plus dirigée vers un seul endroit, gérer le toxique. Donc pour elle, elle a eu l'effet elle aurait fait une cure, ça aurait été la même chose. Donc une cure de détox toute bête. Si vous avez un aliment avec lequel vous n'êtes pas en adéquation, et là c'est un euphémisme pour elle, ça va déjà constituer une première détoxination, parce que vous allez moins vous intoxiquer. Le corps il fonctionne toujours selon 2 systèmes. Et c'est là qu'il faut vraiment toujours le comprendre. D'un côté, vous avez la vitalité, c'est comme 2 barres, et de l'autre, la toxémie. Votre vitalité, elle dépend de votre capital génétique, et puis de ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire vos habitudes de vie, c'est-à-dire si je dors correctement, si j'ai mon quota de sommeil, il y a des gens c'est 8 heures, il y a des gens c'est 10 heures, on s'en moque, il n'y a pas de règle. Est-ce qu'on se sent énergétisé après notre quota de sommeil? C'est ça notre quota de sommeil qui nous est propre. Et ma vitalité, elle augmente. Est-ce que je fais de l'activité physique qui n'est pas antiphysiologique, c'est-à-dire qui n'est pas trop stressante ou trop dévorante d'énergie? Je monte un petit peu. Est-ce que je mange correctement? Est-ce que j'ai pas trop de stress? Bon, on va monter ça. Est-ce que je vis dans un environnement qui est assez sain au niveau réseau, Hartmann, Curie, la géobiologie de manière générale? Ok, donc j'ai une vitalité. Voilà, ça c'est la mienne, ça c'est mon capital. Et puis derrière, j'ai ma toxémie. La toxémie, je nais avec. Aujourd'hui, les enfants qui naissent aujourd'hui ont 300 traces de produits chimiques dans le sang. Alors, c'est des micro-traces, mais c'est des informations que le système immunitaire doit gérer. Et donc, cette toxémie, on a déjà quelque chose, quand on naît, qui appartient souvent à la maman. Parce que le sang de la mère est partagé par le sang de l'enfant. Donc, imaginons que j'ai pas été spécialement programmé,
Dire ma maman s'en rend compte au bout des 3 mois de grossesse, mais elle a continué de fumer et de boire pendant ces 3 mois-là. Et bien j'ai un petit peu de toxémie déjà en plus que ce que j'aurais pu avoir. Et puis ça l'a fait énormément stresser parce que c'était pas attendu, tout un tas de choses, puis elle a peur de mal faire, puis elle culpabilise en plus d'avoir fumé des cigarettes et bu de l'alcool. Donc on augmente, puis une fois que je suis né, je vais avoir le petit Doliprane, parce que j'ai eu bobo, donc le Doliprane de la bouche. Et puis vu que ma maman elle a peur de mal faire, elle va me faire vacciner. Donc un petit vaccin. Et puis elle a peur que son lait ne soit pas assez bon. Donc on va prendre du lait de vache en poudre, atomisé à 300 degrés, avec plein de super bonnes choses dedans. Puis on va rajouter. Et puis au bout d'un moment, pareil, je vais être stressé, je vais avoir des difficultés avec certains de ces aliments. Et donc je vais mal dormir, donc j'aurai moins mon quota de repos. Mais on continue d'empiler des choses, j'aurai un rappel de vaccin. Alors là, mon seuil de toxémie dépasse ma vitalité. Que fait le système ? Il va rentrer en cas de crise aiguë, c'est-à-dire il va faire sortir des informations du corps. Ça pourra être de l'eczéma, ça pourrait être de mucus, ça pourrait être des diarrhées, ça pourrait être des vomissements. Tous les exemples que je cite là, ou ça peut être du pus. Ça peut être du pus, par exemple. Donc le corps va éjecter le toxique. Généralement, comment va se comporter l'enfant ? Par du tout début, là. Il ne va pas avoir spécialement d'appétit. Et ça va sortir. Et bien ça, c'est la première détox. Donc on va dire, ça c'est peut-être 3-4 premiers mois de vie. Là, si je regarde l'assistance, c'est plutôt des gens qui ont 35-40 ans. Donc qu'est-ce que vous avez à accumuler là-dedans ? Alors moi, je ne suis pas pessimiste, c'est pas noir, mais c'est pour vous montrer que depuis le début, le corps lutte. Depuis que vous êtes tout petit, là au moment où votre vitalité est au maximum, si vous n'êtes pas convaincu que votre vitalité est maximum quand vous êtes petit, regardez les enfants quand ils supportent 40 et demi de fièvre. Vous, comment vous êtes quand vous avez 40 et demi de fièvre ? Et eux, ça va beaucoup mieux que nous parce que grosse vitalité. Qui dit grosse vitalité dit grosse capacité à éliminer, grosse capacité à détoxifier. Donc c'est impressionnant. Mon Dieu, il a une grosse diarrhée. Mon Dieu, ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Il n'arrête pas de vomir. Il fait des fièvres carabinées. Mais c'est à hauteur de l'agression qu'il y a eu en face. Et pour lui, c'est important parce que ça participe à des exercices immunitaires. Et dire que ça vit quoi. Ça, c'est pas mal. Les toxines, c'est pas mal. Ça existe de fait. Le but, c'est pas de lutter contre les toxines, c'est est-ce que j'ai la capacité, la vitalité supérieure en tout temps à pouvoir gérer ce flux-là. Dire le simple fait de vivre, vous relâchez du CO2 et vos cellules sécrètent des toxines. Donc on ne va pas lutter contre la vie. On ne va pas lutter contre le CO2. On ne va pas vouloir recracher de l'oxygène pur alors qu'on en inspire. On va dire tout fonctionne tout le temps en 2 temps. Inspire, expire, le système sympathique, parasympathique, au niveau du système nerveux, c'est tout le temps en balance. Là où c'est problématique, c'est quand il y a déséquilibre. Et donc quand il y a une crise d'élimination, que c'est sorti du corps, la toxémie diminue. C'est OK. Si, quand on est enfant, on ne peut pas avoir une implication consciente là-dessus. C'est le rôle des parents. Et le rôle des parents, il est possible uniquement en fonction des informations qu'on leur a transmises. Il n'y a aucun parent qui veut du mal à ses enfants. Mais s'il est persuadé qu'il faut du lait de vache ou qu'il faut multiplier les vaccins, il le fait avec amour, de donner du lait de vache ou des vaccins. C'est plus tard, c'est quand on a cette information-là. Mais imaginons que, par exemple, le bébé vomit et il fait plein d'eczéma. Et puis la maman, elle dit j'ai entendu le lait, peut-être que le lait c'est pas terrible. Puis le pédiatre il dit non, faut insister, il va trouver son lait à force. Donc on va remonter un petit peu en toxémie, il a déjà dégagé, donc on remonte.
mais un peu plus costaud, et encore un petit peu plus. Donc il fera des détox régulières, des écoulements des angines, des pharyngites, des laryngites. On dira, bon, ben, tiens, on ne comprend pas trop, on va enlever les amygdales. On va donner des antibiotiques, et les sinusites, et des trucs comme ça. Donc la grosse congestion oreille qui commence, donc on enlève. On ne peut pas enlever les oreilles, donc on va, tant pis, on va faire des antibiotiques, mais on va enlever les amygdales, on va enlever les végétations, on ne peut plus enlever autre chose, on ne peut pas enlever l'œsophage, donc on le laisse, on ne peut pas enlever les poumons, donc on le laisse. Oh, c'est la fin de journée, on rigole. Hein. Mais médecine symptomatique, allopathique, donc on y va, mais ça continue, ça monte, ça monte. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus dans des crises aiguës, on a des maladies chroniques. Et il mouche tout le temps, il coule tout le temps du... Ben, c'est comme ça. Ou ben, il est asthmatique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un asthmatique, c'est classique. Un enfant allergique, c'est classique. Un enfant qui mouche, c'est classique. Mais personne ne se dit, tiens, il y a le corps qui se défend de quelque chose, qui le sort. Et ça, c'est de la détoxination. Alors, je fais ça un peu avec humour et je parle des enfants. Mais c'est pour vous dire qu'on en empile. On en empile. On en empile de plus en plus qu'il y a quelques quelques décennies en arrière. Les vaccins, on les faisait plus tard. Ils étaient moins chargés, moins nombreux. C'est-à-dire que les vaccins, on les faisait 2-3 ans. Non, c'est 2-3 mois. Et si on suit le calendrier vaccinal comme il faut, bon, ben on se rend compte que, par exemple, les doses d'aluminium, sur une année, elles sont très largement au-dessus de ce qui est toléré par l'Agence de sécurité sanitaire. Donc il y a un hic. Donc cet aluminium, comment il est géré par l'enfant? Et comment il est géré par l'enfant devenu adulte après? Donc comprenez que les exercices, les cures de détoxination, les diètes sont faites naturellement. Combien vous avez vu ou entendu parler d'enfants qui naturellement ne mangent pas quand ils sont malades? C'est très courant. Personne ne leur a expliqué les bienfaits du jeûne et ils ne sont pas à ce point déséquilibrés d'un point de vue psycho-émotionnel pour se passer de nourriture. C'est bien quelque chose d'instinctif, d'animal. D'ailleurs, c'est ce que font les animaux. Ils n'ont pas de diplôme de médecin ou ils ne vont pas voir des naturopathes bizarroïdes qui les apprennent à jeûner. Ça se fait instinctivement. De la même façon qu'ils n'ont pas de diplôme d'herboriste pour aller faire des purges avec telle ou telle plante. Bon, ça c'est autre chose. Donc en gros, il y a quelque chose d'instinctif là-dedans. Mais cet instinct, est-ce qu'on les laisse s'exprimer? Parce que de la même façon que le parent très bienveillant vers l'enfant va dire, bah, mon petit, il faut que tu prennes des forces, mange, t'es malade. Et donc là, on coupe la crise de détoxination. Tout est un rapport énergétique. Le flux énergétique donné pour la détoxination, si on fait rentrer un aliment, il va aller vers la digestion. Donc c'est un potentiel énergétique qui va à un endroit ou à un autre. Quand l'enfant mange plus, là c'est le cas pratique du jeûne, et ben toute l'énergie va en inversion vers des processus subconscients intérieurs pour nettoyer. Si je fais rentrer de l'alimentation, je passe vers un processus conscient d'assimilation et de gestion des nutriments. Et donc j'active le péristaltisme intestinal, j'active les échanges de fluides métaboliques, etc., etc., etc. Ça, c'est un exemple basique, mais que vous avez tous déjà vécu, c'est-à-dire je suis entre guillemets malade. Alors qu'est-ce que la maladie? La maladie, c'est ni plus ni moins qu'un exercice curatif que le corps entreprend pour nous sauver la mise. Pas de maladie, pas de vie. Et je me méfie absolument des gens qui me disent moi je suis jamais malade. Souvent, c'est des gens qui sont à ce point intoxifiés ou en sous-vitalité pour pas déclencher des crises de maladie. Parce que le corps va jamais se mettre en danger en disant moi je déclenche une crise de détoxination, virgule, qui pourrait te tuer. Il le fait en dernier recours. Là, c'est ce qu'on appelle le cancer, les gens qui perdent du poids. Donc, le corps se dit j'envoie quoi. Et puis on fait au mieux. La maladie est l'expression d'une toxémie et d'une vitalité qui fait son travail. Couper la fièvre, c'est couper la détoxination, c'est mettre la poussière sous le tapis. Au pire du pire du pire du pire, il y a un remède en homéopathie qui s'appelle belladonna, qui coupe la fièvre tout de suite. Eh bien, vous pouvez tamponner avec ça. Vous pouvez tamponner avec des bains de siège pour les petits si vous avez peur. Mais, bon là c'est enregistré, c'est pas de chance, mais bon, en dessous de 40 degrés, c'est 39,5, allez, ça se contrôle une fièvre.
vous êtes dans la vigilance, tout le flux, toute la thermogénèse va être activée au niveau intestinal. Vous faites des bains de siège, la température va baisser, vous donnez belladonna, la température va être coupée. Mais il faut toujours être confiant que l'exercice devra être remis à plus tard. Tout ce qui n'est pas fait à un moment devra être remis à plus tard. Donc on empile, on empile, on empile, on empile. Et on empiète sur notre vitalité. C'est intéressant de travailler sur le long terme avec des gens qui font des diètes ou des jeûnes. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens âgés qui sont moniteurs de jeûne et très expérimentés. Et puis qui me disaient, après plusieurs jeûnes, là, j'ai les symptômes que j'avais eus lors de ma maladie étant plus jeune. C'est-à-dire qu'on travaille à rebours, de la pathologie la plus récente jusqu'à la plus ancienne. Et plus on va détoxifier, plus on va remonter à rebours. En homéopathie, on appelle ça l'homéopathie séquentielle. Donc c'est Jean Elmiger qui a mis ça en place. Moi, ça m'a passionné la première fois que j'ai entendu ses travaux. C'est que lui il disait que, par exemple, les résultats de l'homéopathie étaient discutables et étaient différents selon qu'on allait travailler sur une pathologie ancienne sans lever la plus récente. C'est comme des chapes qu'on construit. Et si on ne lève pas la dernière pathologie, on ne pourra pas atteindre celle qu'on veut, qui est peut-être 5-10 ans arrière. Il y a eu le décès de mon père, je suis resté là. Donc là, on a donné en homéopathie, je sais pas, Ignacia par exemple, mais il arrive une forte fièvre. Donc il faut peut-être déjà traiter la forte fièvre avant d'aller chercher la problématique que vient travailler le patient. Et sur un jeûne, c'est pareil. On peut dire, tiens, j'ai eu un accident vaccinal, ou j'ai eu ça, je voudrais avec le jeûne qui est ça, ou je voudrais avec une détox qui est ça. Mais il va falloir déjà travailler à rebours dans le temps. Tiens, qu'est-ce que immédiatement tu as eu? Peut-être que tu as eu une otite et que tu as pris un antibiotique. Il va falloir déjà travailler sur cette chose-là que tu as eu l'hiver dernier, il y a 4 mois. Première cette chose-là. Et ça, quand je prends le cas de l'otite, c'est pas hasardeux. Toutes les otites qui sont guéries par antibiotiques reviennent de manière systématique. Pour dire que il a un terrain otite, il a un terrain de bronchite, il a un terrain, ça n'existe pas les faiblesses comme ça, au moins qu'il y ait des atteintes ou des nécroses profondes, mais c'est souvent, on va dire, une prédisposition à cet endroit-là, qui peut être génétique ou structurelle. On va dire le liquide interstitiel est peut-être plus chargé, ou la lymphe circule moins bien, ou il y a des foyers de congestion, ou la cage thoracique est peut-être plus étroite. Bref, en tout cas, c'est une prédisposition. Le symptôme va s'exprimer à cet endroit-là. Et après, on pourrait induire tout ce qui est cause psycho-émotionnelle. Ça, c'est un autre débat. Là, on va rester sur la... je ne ferme pas du tout la porte, au contraire. Mais là, on va rester sur de la physiologie pure. Sinon, ça demanderait des journées entières à discourir. Donc, on reste là-dessus. En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est tout ce qui n'est pas réglé de manière naturelle devra être nettoyé à un moment ou à un autre. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que quand on parle de diète, de cure, de jeûne, on ne devrait même pas en parler. Ça devrait faire partie d'un processus naturel de vie. Et c'est à ce point naturel qu'avant, on ne faisait pas ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas à ce point déséquilibré dans nos rythmes de vie. On n'avait pas autant d'abondance alimentaire. C'est la première chose. Et puis, moi, j'habite vers Dole. Donc, Dole, c'est pas très loin de la Bourgogne. Et quand je parle de la cure de raisin, les gens, ils ont un sourire, quoi. Ceux qui ont 50-60 ans, on dit, on a toujours fait ça. C'est-à-dire, en naturopathie, on ne cesse de s'émerveiller pour des choses qui sont institutionnalisées depuis des centaines, voire des milliers d'années. Sauf qu'on arrive à codifier ça. Mais est-ce que l'empirisme et le bon sens, des fois, c'est pas mieux que n'importe quelle codification? C'est-à-dire, voilà, je parlais dans une conférence précédente de quelqu'un en consultation, là, en stage, qui venait de Guadeloupe, qui dit, oui, il y a des époques où, voilà, quand il y a l'époque des ouragans, des torrents, des choses comme ça, il y a moins de récoltes partent, et c'était monodiète de mangue ou de banane pour tout le monde. On va dire c'était obligatoire. Et la raréfaction de la nourriture l'hiver faisait qu'on tenait sur des réserves où on mangeait c'est des courges et des choux pour tout le monde pendant plusieurs semaines. Et ça se faisait naturellement. Sauf qu'aujourd'hui, on a n'importe quel aliment dans n'importe quelle quantité toute l'année. Et puis, évidemment, on ne va pas parler de la pollution de l'eau, pas parler de la pollution de l'air, pas parler de la pollution des aliments. Le stress, qui pour moi est la cause numéro 1. C'est-à-dire que
Il y a le stress. Il y a plein de thérapeutes qui disent oh, est-ce que vous êtes stressé? Ça sert à rien de poser la question est-ce que vous êtes stressé? Je dis est-ce que vous n'êtes pas stressé? Ce serait plutôt pertinent comme question. Tout le monde subit un stress, quel qu'il soit. J'ai problème de crédit, problème de logement, problème de couple, problème avec les enfants, problème de famille, problème de santé, divorce, décès autour de soi. Enfin voilà, travail ou encore le travail. Voilà, ça en fait des causes de stress. Et ça, c'est hyper impactant. Sauf que c'est impalpable. Et donc, on le met de côté. Ou alors, on le sort comme botte secrète. Moi, je comprends pas votre trouble, là, ça doit être le stress. D'ailleurs, c'est le truc fourre-tout. Mais c'est capital de comprendre que le stress est une des premières sources, si ce n'est la première source de toxémie. Et je vous dis ça en parlant essentiellement d'alimentation. Mais le stress, je le mets au-dessus de l'alimentation. Sauf qu'on peut maîtriser l'alimentation plus facilement que le stress. C'est pour ça que je parle beaucoup d'alimentation, parce que 3 fois par jour, ou 2, ou 4, on peut la maîtriser. Le stress, des fois, une personne va essayer de travailler sur le stress. Elle me dit, ouais, mais là, je suis mère célibataire avec 5 enfants, et puis je travaille 9 heures par jour. Bon, on va faire au mieux. Donc là, pour le coup, je vais quand même plus parler d'alimentation. C'est toujours le contexte qui va déterminer quelle cure on va adopter, et quel angle on va adopter. Quand j'expliquais les dangers, c'est souvent le trop grand enthousiasme. C'est dire, mon Dieu, j'avais jamais pensé à tout ça, j'avais jamais fait le lien de tout ça. Il faut vraiment que je me nettoie, je suis impur. Alors je vais me flageller avec des orties fraîchement cueillies. C'est pas bien. C'est pas grave en fait. Quand on sait pas, c'est pas grave. Et il y a beaucoup de parents qui se culpabilisent d'avoir donné ici à manger ou mis ça dans le corps des enfants. C'est pas grave en fait quand on sait pas. C'est plutôt se féliciter d'aborder joyeusement un changement de vie. C'est déjà intéressant, c'est d'aller vers une vision positive. Et il y a tellement de thérapies, tellement de façons d'améliorer la santé qu'il faut être résolument enthousiaste par rapport à ça. Après, c'est de faire les choses dans l'ordre, de ne pas brusquer, et puis d'être assez respectueux de la physiologie du corps, de ne pas s'amener une frustration, de ne pas complètement se couper du monde extérieur non plus, puis de faire les choses avec raison. Donc moi, la première chose que je dirais, c'est déjà de couper les aliments les plus intoxifiants. Donc je parlais des produits laitiers, surtout le lait de vache. Deuxième, c'est le blé. Donc déjà, quand on coupe le blé, on va dire, allez, on peut se lâcher, les produits à gluten et les produits laitiers, déjà, ça va être beaucoup plus joyeux dans les intestins, sans jeu de mots avec le professeur. Donc voilà, vous regardez, la plupart des gens signalaient joyeux, Kousmine, on vire les produits laitiers, on vire les céréales modifiées, c'est pas pour rien. Donc ça, c'est déjà une bonne première cure détox. Et puis après, on peut se dire, tiens, un jour par semaine, je vais manger que des végétaux, des fruits, des légumes. Puis on voit ce qui se passe. Est-ce que je vais réussir à tenir une journée sans autre chose que ça? Après, du oui, je fais ça une journée par semaine, ça fait 5-6 semaines que je fais ça, ça va. Et je vais essayer de faire 3 jours qu'avec des végétaux. Et puis tiens, le soir, je mangerai pas. Puis après, je vais aller plus loin, je vais dire, déjà, j'ai fait 3 jours avec des végétaux, je vais faire 3 jours avec un seul aliment, une monodiète. Alors là, on pourrait parler de toutes les monodiètes possibles, simplement aller vers le fruit ou le légume qui nous parle. Ça peut être la carotte, ça peut être le raisin, ça peut être la pomme, ça peut être la banane, ça peut être la courgette, peu importe, on s'en moque. C'est d'introduire une seule information dans le système. Des fois, je fais le calcul, il y a des gens qui me disent, je suis un peu en désordre au niveau intestinal. Alors, je dis, tiens, donne-moi le menu que tu as pris hier. Et je note, j'arrive des fois à 40 aliments dans la journée. Je dis, est-ce que tu crois qu'il y a beaucoup d'animaux qui mangent 40 aliments différents dans leur journée? Et je compte pas les additifs alimentaires, les pesticides, les colorants, les exhausteurs de goût, etc. etc. Je dis, à ton avis, c'est possible de ne pas être fatigué en mettant 40 aliments différents? C'est-à-dire que tu digères toute la journée des choses qui n'ont rien à faire les unes avec les autres. Donc déjà, si on n'envoie qu'une seule information, le corps, toute l'énergie qu'il va économiser par rapport à cette digestion, il va la mettre à nettoyer. Le corps, il ne se met jamais au repos. Ou il assimile, ou il élimine. Et il reconstruit derrière. Donc déjà, envoyer une seule information.
Donc là, c'est une information solide. Mais après, on pourrait se dire, tiens, je vais envoyer qu'une seule information liquide. Donc pendant 3 jours, je vais prendre que des bouillons de légumes. Les bouillons de légumes, c'est intéressant parce que vous aurez tous les minéraux. Et là, c'est là. Bouillon de légumes, moi, je recommande beaucoup avec les algues. Voilà, parce que vous avez tous les minéraux qui existent dans les algues. Donc ça sera hyper minéralisant. Pourquoi je parle des minéraux? Parce que quand on élimine, quand on détoxifie, on relâche des acides métaboliques. Plusieurs types d'acides qui vont être éliminés ou par la sudation, par les pores de la peau, ou par les urines via la filtration rénale. En relâchant des acides dans le sang, il pourrait, j'ai bien il pourrait, ça ne peut pas se passer, y avoir un abaissement du pH sanguin, qui est aux alentours de 7,25, 7,35. Sauf que le corps a des mécanismes dits tampons, c'est-à-dire qu'il utilise des minéraux ressources alcalins, donc l'opposé d'acide, pour équilibrer le pH sanguin. Le magnésium, le potassium, le calcium, entre autres. Donc s'il y a un relâchement d'acide métabolique du centre de la cellule vers l'extérieur en direction du sang pour être filtré par les reins, le corps va tamponner avec des minéraux. Donc si j'en prends dans mes bouillons de légumes, c'est OK. Ça favorisera la détoxination puisque je ne vais pas puiser dans mon capital minéral. Parce que le corps, il faudra qu'il trouve des minéraux. Si je ne l'ai pas de manière externe, il faudra que j'aille au niveau interne, donc au niveau de la structure osseuse ou dentaire. Et là, c'est dommageable, évidemment. Et là, vous faites le lien tout de suite avec arthrose et ostéoporose, qui ne sont pas des maladies de manque de calcium. C'est bien vendu quand même, bien essayé, hein, comme on dit. C'est des maladies inflammatoires, sauf que les aliments les plus inflammatoires, on a dit que c'était surtout les produits laitiers. Et donc là, on se retrouve face à ce que certains appellent, ce que certains médecins et nutritionnistes appellent le paradoxe calcium, c'est-à-dire que les gens qui consomment le plus de produits laitiers pour le calcium sont ceux qui ont le plus d'arthrose ou d'ostéoporose. Et ça, on rigole, hein, on fait un peu d'humour noir, hein, c'est samedi soir. Donc à plus on va prendre de produits laitiers, à plus on aura de problèmes articulaires et de perte de densité osseuse. Parce qu'évidemment, c'est les produits les plus acidifiants, donc ceux qui vont nécessiter le plus de calcium pour être tamponnés au niveau du pH. Et vu qu'on assimile très mal le calcium du lait de vache, à 30% maxi, et ben on va être en dette. Donc on va taper dans la structure osseuse et on va être inflammé. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ce que le docteur Jean Seignalais explique a expliqué il y a 45 ans. C'est ce que le professeur Joyeux reprend de Seignalais. C'est ce que Kousmine expliquait. C'est ce que le nutritionniste Thierry Soucard explique. Enfin voilà, c'est ce que vous retrouverez les mêmes sources parce qu'il n'y a pas à tourner autour du pot. C'est comme ça que ça se passe d'un point de vue physiologique. Si on est bête et méchant, désolé, on va dire il y a tant de calcium là-dedans, on va le mettre dans le corps, ça va faire tant de calcium. Il y a des choses beaucoup plus subtiles que ça et heureusement dans le corps, mais on en a encore à cette vision très très arriérée de la diététique, très limitée. Les 3/4 de l'humanité ne prend pas de lait animaux, 3/4 de l'humanité n'ont pas de problème de structure osseuse. Il n'y a pas de consommation de lait de vache au Japon, c'est là où il y a les moins de cas d'arthrose et d'ostéoporose. Alors, comment ils font? Ils consomment des algues et ils consomment des végétaux. Point. Et là, on tire 80% du calcium des végétaux. Donc, non seulement vous ne devez pas avoir peur d'enlever les produits laitiers, mais vous devez vous en réjouir de le faire. C'est qu'une affaire de marketing après. Et ça, vous laissez ça à ceux qui font du marketing. C'est pas votre affaire. Votre affaire, c'est la santé. Vous en moquez qu'on déverse des hectolitres de lait devant les préfectures, c'est pas votre souci. Donc là, on a vu ce qui était possible de faire avec une monodiète, avec une seule information. Le corps, il va toujours avec sa capacité d'énergie X, il va moins la dévoluer pour l'élimination, l'assimilation, il va plus la mettre vers l'élimination. Mais après, on peut favoriser cette élimination. Comment? En dépensant moins d'énergie vers l'extérieur, en faisant le moins d'activité possible, en se prenant la tête le moins possible, en dormant le plus possible, et en stressant le moins possible. Toute dépense énergétique dans les processus conscients, donc non autonomes, par le système nerveux autonome, donc au-delà de notre volonté,
D'ailleurs, notre volonté, ça va être, bah tiens, moi je pense que pour détoxifier, il faut faire ci ou il faut faire ça. Bah non, c'est le corps qui sait ce qu'il a à faire. Et généralement, le corps, il demande rien. Il dit, t'es stressé toute l'année, repose-toi, je fais le boulot. Vous n'avez pas à ordonner quoi que ce soit à votre corps pour une détox, ça se fait tout seul. Il le fait. Vous ne pensez pas la journée à détoxifier, ça se fait. Vous ne pensez pas à concentrer vos urines de déchets métaboliques, ça se fait. Vous ne pensez pas à charger vos intestins de matière non inadaptée, ça se fait tout seul. Vous ne pensez pas à tousser, ça se fait tout seul. Vous ne pensez pas à sortir des glaires ou du mucus du nez, ça se fait tout seul. Donc quand vous cherchez une détox, ne provoquez rien, ne forcez rien, puisque vous allez aller dans un mouvement antagoniste à celui du corps à chaque fois. C'est un peu si on connaissait le corps humain, il n'y aurait plus de maladies. Il y en a partout. Donc personne ne connaît le corps. Il faut avoir l'humilité de croire et d'être conscient qu'aujourd'hui, on est dans une vision très limitée à tout niveau, hein. Allopathique, médecine naturelle, quoi qu'il en soit, on a une vision très limitée de l'humain. Alors là, tout le monde s'émerveille de voir la physique quantique, c'est très bien. Il faudrait peut-être pas l'appliquer de manière théorique, mais de dire, bah tiens, peut-être que ça fait partie de l'humain, ça. Et donc on ne sait pas en fait. On a entrouvert la porte et on ne sait absolument pas ce qu'il y a derrière. Mais on sait qu'il y a quelque chose d'inconnu. Et ben, acceptons ça, puis laissons le corps faire si lui il sait mieux faire que nous. Comme l'enfant, il accepte la fièvre, il n'est pas paniqué par sa fièvre. Il est paniqué par la panique de ses parents. Zut, attends, ça doit être grave, là tout le monde s'agite, mais lui il n'est pas. Si vous regardez les enfants, ils vivent leur fièvre, ça roule quoi. Je suis fatigué, je suis écrasé, bah, je dors, je fais des câlins. Et puis c'est tout. Et puis là, on s'agite, tout le monde me force à manger, tout le monde me demande si ça va. Bah non, ça va pas, mais bon, ça arrive. Des fois je respire, des fois j'inspire, des fois j'expire, des fois je mange, des fois je fais caca. Pour lui, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Il subit un état. Et c'est après derrière le mental structuré, ou plutôt déstructuré, qui va induire telle ou telle réaction. De la même façon que, tiens, j'ai jamais eu la grippe, mais je vais me faire vacciner contre la grippe. Et puis là, tous les fonds du cancer vont, enfin la plupart des fonds vont pour trouver un vaccin contre le cancer. Bon, on sera tous vaccinés préventivement contre le cancer. C'est ça, hein, on cherche de la génétique et du vaccin. Mais on ne cherche pas l'équilibre dans l'hygiène de vie. Et donc on est déjà dans un conditionnement de peur, et puis surtout il ne faut pas qu'il y ait de symptômes dans le corps. Mais déjà qu'on est conscient que quand ça sort c'est bien, on met moins de stress là-dessus. Les méfaits et les dangers, c'est quand on cherche à forcer et quand on dérespecte le corps. Bah tiens, je vais détoxifier, je vais faire plus de sport, puis je vais jeûner à l'eau par exemple. Si je relâche beaucoup d'acide et qu'en plus j'en produis par l'acide lactique des muscles et que je ne me repose pas, là pour moi c'est pas terrible. C'est pas tellement respectueux, en l'occurrence. Mais ça peut être, des fois on le dit, je me suis prouvé que je pouvais faire du sport en jeûnant. Mais tu t'es prouvé à toi, mais est-ce que le corps avait besoin de cette activité-là de sport? J'en suis pas certain. Donc là, ça mène à parler du jeûne. Moi, le jeûne, je dis que c'est un processus naturel dans un rythme de vie qui ne l'est plus. Donc on me dit, toi tu mets trop de peur et tu mets trop de limites au jeûne, parce que j'encadre des jeûnes. Je dis non, je suis conscient de la réalité du monde dans lequel je vis. Je ne veux pas dire aux gens c'est sans danger. Quand la personne me dit, je mange de la charcuterie tous les jours, je bois 3 verres d'alcool, j'ai été opéré de la vésicule, ou en gros quelqu'un de lambda, quoi. Et de dire, tiens, jeûne en fait, mon coco. Évidemment, c'est absolument irresponsable de dire ça à quelqu'un. Le jeûne n'est pas sans danger. Voilà. Et je ne suis pas anti-jeûne puisque j'en propose des stages et donc c'est pas. Et là, je mets pas la peur dans les gens, je mets la responsabilité et de l'information dans les mains des gens pour qu'ils en fassent quelque chose. Quand as-tu jeûné dans ta vie? La personne à 40 ans me dit j'ai jamais sauté un repas. Eh ben non, c'est pas correct. Donc c'est déjà de passer par des étapes préalables que je vous ai indiquées. C'est déjà plus responsable. Dire essaye déjà d'être tisane drainante. Comment fonctionne tes reins? J'urine tout clair. Bon, il n'y a rien qui sort. Si les urines ne sont pas chargées, si elles ne sentent pas mauvais, ça veut dire qu'il n'y a aucun déchet métabolique qui sort du corps. Et d'un seul coup, quelqu'un qui ne travaille pas, ou quelqu'un qui a été au chômage, admettons, qui s'est reposé, qui s'est laissé aller à l'indolence
pendant des mois et des années, on va lui dire, bah allez, tu vas bosser de nuit à fond, là, gros rendement. Et il va exploser. Tandis que si on lui dit, bah tu vas reprendre le travail à mi-temps tranquille, en journée, un boulot pas trop stressant, puis on va augmenter ta dose de travail, bah il pourra travailler la nuit. Mais de manière violente et diamétralement opposée à son rythme de vie, ça va être catastrophique. Donc toujours voir l'équilibre, toujours être doux et toujours se dire il y a le temps. Et l'important c'est déjà d'être dans une démarche positive pour sa santé, dire bah, comment va réagir mon environnement à ces changements-là. Est-ce que c'est adaptable dans le moment où je le fais? Et ces 2 jours, bah, c'est très bien d'avoir l'enthousiasme, c'est encore mieux de savoir le modérer, de le canaliser, pour pas aller dans l'excès, pour se dire ah si j'avais su j'aurais. Et puis on apprend petit à petit, et on avance, et on avance, et on avance. Et puis bah, on peut déjà, si vraiment on est intéressé par le jeûne, bah, on se dit, est-ce que j'ai des choses qui sont dans la limite du jeûne? Est-ce que j'ai du diabète de type 1? Est-ce que j'ai de l'insuffisance rénale? Voilà, tout ce qui pourrait être lié au jeûne. Des lourds problèmes cardiaques. Bah, je peux déjà essayer de boire de l'eau, on va dire, une journée. Voir ce que ça fait. Puis après, 1 journée et demie. Et voilà, déjà rien que ça. Cette expérience de se priver volontairement de nourriture. Et même, je dirais même, cette expérience unique de ressentir la faim une fois dans sa vie. Il y a beaucoup de gens, moi, que je questionne, je dis, est-ce que tu as déjà eu faim dans ta vie? Non. La vraie faim. La vraie faim. Eh ben, ça vaut le coup d'être expérimenté une fois avant de mourir. Ça paraît bête dit comme ça. Mais ressentir une fois la faim, vous ne regarderez plus jamais un aliment de la même façon. Et je ne parle pas de culpabilité par rapport à ceux qu'on fait dans le monde, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est à dire, ah oui, en fait, c'est ça le vrai goût de l'aliment. Mais quand j'en mange 40 par jour et que je suis en digestion constante, mes papilles sont saturées et j'en arrive à un phénomène d'agueusie, c'est-à-dire de moins ressentir les goûts. Donc je dois saler, je dois sucrer, etc., etc. Mais quand je me prive volontairement de nourriture, la première fois que mes sucs salivaires regoûtent un aliment, ne serait-ce qu'au bout d'1 journée et demie, ça explose en bouche. Et vous dites, ah oui, le vrai goût de la banane, c'est ça, le vrai goût de la mangue ou le vrai goût de la courgette, c'est ça en fait. Et ben, je me rappelais plus que c'était ça. Parce que vous vous rappelez plus de vos sensations étant enfant, où en fait, l'introduction alimentaire se fait petit à petit, comme pour un jeûne ou une reprise de jeûne. Moi, j'ai longtemps réfléchi comment faire reprendre après des diètes ou des jeûnes. Et puis, je me suis dit, bah tiens, l'enfant, en fait, il a des intestins complètement immatures, non formés. Et ben, un jeûneur, c'est pareil, tout a été mis au repos, la flore a bougé, les intestins n'ont pas travaillé, les fibres dures vont l'agresser. Donc, je dis, bah en fait, il faut faire comme un enfant. Et ben, voyez toutes vos diètes comme si vous étiez un enfant. Vous faites des choses simples, plus avec le corps qu'avec la tête, et vous reprenez de manière très simple. Faites des belles courbes sinusoïdales. Faites pas des tac, 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 des choses qui violentent le corps. Faites des belles courbes douces. Ça, c'est la première des choses à percevoir visuellement. Et, le corps, il n'aime pas être violenté. Le corps, il aime qu'on le laisse se respecter et qu'on l'écoute. Et souvent, il nous dit, mange pas. Et beaucoup de gens qui me disent, j'ai pas faim le matin. Je dis pas pourquoi tu manges. On dit que le petit déjeuner, ou j'ai lu que le petit. Je dis, mais il y a des gens, ils doivent manger comme des ogres le matin, oui. Mais il y en a d'autres, c'est pas du tout un appel. Donc déjà, écoutez ça. Quand vous êtes en diète, vous dites pas, je vais faire 4 jours et demi. Au bout de 3 jours, j'ai envie de reprendre. Ben, c'est très bien. Ne le percevez pas comme un échec. Percevez-le comme une première étape d'expérience qui est déjà très bien menée. Si 3 jours c'était OK pour la première fois, ben, c'est déjà très bien. Moi, je suis très favorable aux monodiètes. Parce que je trouve que la personne, elle est très rassurée d'un point de vue mental. Elle a de la satiété, elle a l'estomac rempli. Elle n'a pas peur de manquer. On ne soupçonne pas les peurs inconscientes qui peuvent être attachées à l'alimentation. Et moi, je l'ai vu beaucoup dans les cures que je fais faire. C'est qu'à un moment, il y a des prises de panique. Et là, c'est des angoisses psycho-émotionnelles qui remontent. Oui, ben, j'ai le souvenir de ma mère qui était anorexique, ou où j'ai fait un séjour à l'hôpital, j'ai perdu du poids, je ne pouvais plus manger parce que ci ou ça. Et ça remonte. Et ben déjà, d'y aller progressivement avec cette expérience-là, bah oui, en fait, je suis tout le temps rempli, bah, je suis bien. Mais je suis rempli qu'avec un aliment, c'est déjà ça.
vous pouvez échouer dans une diète, non pas à partir des éléments que vous allez mettre d'un point de vue physique, mais à cause de troubles émotionnels qui peuvent rejaillir. J'ai eu quelqu'un en jeûne l'année dernière, était prise de panique, mais panique, et puis on discutait, on a creusé. Elle avait fait une crise d'acétone grave, elle vomissait, c'est quand elle avait 8 ans, donc 22 ans en arrière, ça lui est revenu. Elle était dans cet état de panique émotionnelle-là, et ben il fallait la rassurer comme une petite fille de 8 ans. Donc bon, je prends des exemples, c'est pas obligé que ça arrive, mais souvent il y a des traumatismes liés à la nourriture qui remontent en absence de nourriture. Et on me dit souvent, je dis, bah, quand les gens disent je mange tout le temps, et ben, la question c'est qu'est-ce que tu compenses? Et la personne a toujours une réponse. Ça va pas dans ci, ça va pas dans ça, ou j'ai commencé à surmanger quand il y a eu ça dans ma vie, ou au boulot je suis stressé donc je grignote tout le temps. Il y a toujours un événement. Donc quand je vais me passer de nourriture, évidemment que cette cause émotionnelle elle va remonter en flèche. C'est impensable que ça soit autrement, puisqu'on vient l'assommer avec la nourriture, comme on viendrait l'éteindre avec une prise de médicaments aussi naturels soit-il. Donc c'est pas à minorer, et donc allez-y progressivement, tout en sachant qu'il y a des choses qui peuvent bouger au niveau émotionnel, et c'est très bien, parce que c'est le meilleur moment où vous pouvez les régler. Quand est-ce qu'on mange le plus qu'on va mal? Le soir, c'est-à-dire quand on a fait tout ce qu'on a à faire dans la journée, quand on est face à soi-même, et donc que les problèmes remontent pour être traités. Il n'y a pas de problème insoluble. Par contre, des fois, il y a des tourbillons, puis il y a des labyrinthes. Puis on ne sent pas l'énergie, on ne sent pas l'envie, puis on est face à des torpeurs, donc c'est pas agréable. Donc si on se plombe l'estomac, on n'a plus aucune énergie qui va au cerveau, plus de problème. Plus d'énergie, plus de problème. Et quand on enlève cette alimentation, là ça remonte. Et dans les diètes, ce qui est intéressant, c'est qu'on laisse plus de liberté au mental. Alors il y a plein de personnes qui parlent d'acuité à la concentration, de prise de décision. Mais moi je parle surtout de résolution de problèmes anciens. Et c'est surtout moi pour ça que je les trouve intéressantes, les diètes. C'est que tout ce qu'on a éteint avec la nourriture, ça va être possible de le remettre sur le tapis pour le traiter à ce niveau-là. C'est pour ça que quand j'ai encore des cures, je fais beaucoup d'exercices en antimaîtrise, et je dis travailler sur le cerveau droit, donc des activités artistiques, graphiques, de l'écriture, des respirations subconscientes et autres choses, des exercices, même des promenades légères, beaucoup de blagues, beaucoup de bêtises, beaucoup de légèreté, pour que le corps ne soit pas dans le contrôle, et puis hop, qu'on laisse remonter les choses et qu'on les dilue tranquillement. Par une grande recherche de contrôle et de perfection, parce qu'il faut montrer au monde qu'on tient la route quand même, hein, qu'on n'est pas à moins que rien, parce qu'on nous vend l'image qu'il faut être performant. Donc ça va bien, ouais, ça va, ouais. Donc bon, ça va pas très bien, mais si on le dit, soit on a l'impression d'être un boulet pour les autres, soit on a l'impression d'être à moins que rien, parce qu'il faut faut performer à l'américaine. Donc du coup, on prend sur soi. Et les périodes où on peut se dire, allez, je me laisse aller justement ça va, non, pas trop, c'est très bien d'accepter cet état-là qui est passager. Et de ce point de vue-là, l'hygiénisme, courant naturopathique dont je me réclame, la dépression est une maladie, et donc, comme toute maladie, c'est un processus curatif. Quand vous êtes déprimé, qu'est-ce que dit le corps? Vous demandez à un déprimé, qu'est-ce que tu as envie de faire? Rien. Où t'irais là? Dans mon lit. Vas-y. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Rien. Va dans ton lit, jeûner, et fais rien. Et là, ça renvoie tous les travaux qui ont été faits en Russie depuis le milieu du siècle, en montrant que la plupart des troubles, et je ne parle pas psychologiques, je parle psychiatriques, peuvent être résolus par le jeûne. Alors, les documentaires d'Arte sur le jeûne en parlent et consacrent une demi-heure de l'émission à ça, mais vous avez des centaines de milliers de pages qui relatent ça. Et c'est très intéressant, les dépressifs à travailler, enfin très intéressant. Mais je veux dire, c'est des gens qui savent exactement ce qu'il leur faut. T'aurais besoin de quoi? De soleil. Voilà. J'aurais besoin de couple, j'aurais besoin de voir personne. Ok, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à se faire offrir ce contexte-là. Et à se l'offrir eux-mêmes, et des fois c'est pas possible. Mais c'est sûr que des cures dans le sud-ouest au bord de la mer et au soleil avec beaucoup de verdure, ça ferait du bien à tous les dépressifs.
de la vie, quoi, en fait. Et pas de pression. Sauf que je disais que le stress, c'est le facteur numéro 1. Et donc, dans les détoxinations, vous retrouvez, c'est chez des gens qui sont en perte d'énergie et en perte de contrôle mental, des améliorations nettes. Alors on dit, mais comment c'est possible de retrouver l'énergie en moins mangeant, voire en plus mangeant? C'est-à-dire que l'énergie, elle est là, mais elle est bloquée. Il ne faut pas confondre le carburant et l'énergie. L'alimentation, c'est le carburant. L'énergie, c'est ce qui est activé. Ce qui est actif en nous. C'est ce qui fait vibrer les cellules. Si je parle de la naturopathie, je suis obligé de parler du professeur Marchesso, et c'est très intéressant. Sur Salon, vous avez Christian Brun, naturopathe. Christian Brun, c'est l'héritier de Marchesso, et c'est quelqu'un qui est diplômé en psychologie de la faculté de Rome. Donc il a fait les liens entre les deux choses. Et donc Marchesso, Pierre-Valentin Marchesso, lui, il avait travaillé sur des gens qui mouraient d'anémie, c'est-à-dire ils ne pouvaient pas fixer le fer au niveau cellulaire, donc ils perdaient du poids, inanition complète et mort à l'état squelettique cadavérique. C'était horrible. Donc on leur faisait des injections de fer, on les faisait manger, ils perdaient du poids, c'était pas possible. Donc lui, il a fait pratiquer des autopsies sur ses patientes. Il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de pigments de fer sur certains organes, notamment rate et foie. Donc il s'est dit, là, il y a un souci, c'est que c'est des gens qui meurent par absence de fer, et il y en a partout dans le corps. Donc si ce fer, il est dans l'organe, mais pas dans la cellule, c'est qu'il est hors de la cellule. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans la cellule? Des déchets métaboliques. Donc il a fait jeûner des gens qui mouraient de faim, en fait. Et au bout de 10 jours de jeûne, la plupart des femmes, parce que la plupart étaient des femmes, retrouvaient des taux de fer normaux. Et d'autres éléments nutritionnels étaient revus à niveau. Donc là, c'est absolument inentendable, de manière naturelle. Pourtant, c'est constaté depuis 50, 60 ans. Donc, quand vous avez une alimentation moderne, c'est-à-dire une suralimentation, c'est stocké partout, ces nutriments-là. Mais ça ne va pas dans la cellule parce qu'elle est engorgée. C'est pour ça que souvent on moque les obèses en disant celui-là il a des réserves, sur les gens les plus carencés. Parce qu'en fait, toutes les informations nutritionnelles sont en dehors de la cellule. Et quand on choisit de faire une détoxination, on va nettoyer les déchets de la cellule, et là enfin les nutriments vont pouvoir arriver. Ta meilleure mine, oui, ça y est, j'ai des vitamines, j'ai des minéraux, j'ai des oligo-éléments, ça y est, ça arrive au bon endroit. Donc là, c'était l'émission là, sur France 5, là, c'était des grands experts, hein. Et puis Michel Simès, hein, quand même. Hein. J'aimerais bien voir le compte en banque qu'il a planqué quelque part par les labos. C'est vraiment quelqu'un, j'ai beaucoup de respect pour même les gens que je trouve médiocres, mais c'est vraiment à cause de ce genre de personnes que les choses ont du mal à avancer. Juste parce qu'il a une blouse blanche, son avis, même s'il n'y connaît rien, fait foi. Donc, au bout de 5 jours de jus de légumes, vous allez être carencé. Voilà, c'est péremptoire, c'est comme ça. Mais est-ce qu'il a déjà pris une fois une journée des jus de légumes? Est-ce qu'il a étudié les bienfaits, par exemple? Voilà, donc ça tombe, c'est un verdict qui tombe, comme ça. Comme le gris, c'est pas bon pour la santé. On pourrait dire n'importe quoi. Et donc là, ça fait office de facteur bloquant. Et donc si on lui rapporte cette anecdote du professeur Marchesso, évidemment qui monte au plafond, juste pour information, je me rappelle une fois, j'avais vu une émission où il parlait du jeûne, pour que vous compreniez dans quel bain vous baignez, hein, et comment les choses doivent lutter. Et toute l'émission, qui a duré 3 quarts d'heure, le principe du jeûne, toute l'émission était centrée sur une anecdote. C'est qu'à la fin du 19e siècle, dans une ferme reculée aux États-Unis, perdue dans la campagne, il y avait une dame qui faisait venir faire des jeûnes à des gens, qui leur faisait signer des décharges avec leur testament. Elle les faisait mourir de faim. Donc elle empochait l'argent. Et voilà, elle a présenté le jeûne pendant 3 quarts d'heure là-dessus. C'est du bon travail de ce c'est la bonne ouverture d'esprit. Et c'est très responsable, je trouve. Voilà, c'était le magazine de la santé qui a parlé du jeûne. Donc, et c'est cette même personne-là qui disait, si vous jeûnez, faites-le qu'avec un médecin. Essayez d'aller jeûner avec lui, vous allez rigoler. C'est un petit peu taquin, mais les forces de pression sont fortes et c'est pour être dans un état de peur, mais la carence,
on va dire la majorité des gens sont carencés. Sauf qu'on ne fait pas d'analyse de sang. Et les analyses de sang, qu'est-ce que c'est? C'est des résultats moyens de personnes en santé moyenne. Et c'est complètement arbitraire. Si vous prenez la vitamine D, bah là on se dit, bah tiens, on va rehausser les niveaux. Bon, alors ils n'étaient pas bons avant les niveaux. Ou la vitamine B12, je parlais du Japon tout à l'heure, les normes basses sont 5 fois plus élevées qu'en France. Alors est-ce que les Japonais sont trop peureux ou est-ce que nous on n'est pas assez peureux? Où est-ce qu'on se place par rapport à ces analyses de sang? Parce que la Belgique dit un truc, la France dit un autre truc, le Guatemala dit une autre chose. Où est-ce qu'on se place par rapport à ça? Quelle est la réalité physiologique? C'est sûr que pratiquer des analyses de sang, c'est indispensable pour connaître l'état de son terrain. Ça, c'est certain. Mais après, si vous regardez vraiment ce qui se passe au niveau de la cellule, la carence, elle est très très rare. Et si vous observez le doyen de l'humanité, qui a 124 ans, je crois, ou 125 cette année, il est bolivien, il vit entre 3005 et 4200 mètres, il bouge, enfin là il bouge moins, à son âge, et en gros, tout le monde se rue vers lui, c'est quoi l'aliment miracle? Parce qu'on cherche l'aliment miracle. Il dit, moi j'ai connu la faim la plupart de ma vie. Ah zut, on va pas pouvoir vendre des baies de machin à 80 € le kilo, donc c'est décevant. Oui, le mec il n'a pas beaucoup mangé, donc il a nettoyé et il a optimisé le peu d'alimentation qu'il prenait. Et nous on n'optimise pas du tout par la qualité des intestins, par les mauvaises combinaisons alimentaires et par la congestion au niveau de la cellule. Mais on est encore dans ce raisonnement. Si je prends un aliment qui a 13,3 mg de fer dans 100 g de truc, si je mange 150 grammes, j'aurai 20,4 mg de fer dans mon organisme. Sauf que le fer, il peut être coupé par l'absorption de produits laitiers, divisé par 2, ou multiplié par 2 en présence de vitamine C. Donc ça fait un facteur 4 de différentiel. Donc il y a tout ça dans le vivant. Puis il y a les transmutations biologiques de Quevran, qui est un biologiste français, qui a montré que deux minéraux associés peuvent en former un troisième. Bon, on ne tient pas compte. Donc il y a tout ça. Donc la carence, c'est le trop-plein. Ça paraît paradoxal, hein? Et les gens se bourrent de compléments alimentaires, se bourrent de super aliments, de trucs qui viennent du bout du monde, et il y a quand même la carence. Regardez, je parlais du fer, on prend comment ça s'appelle là, je sais plus le complément. Bref, j'ai oublié le commande. Tardiféron. Voilà, tout ce qui est à base de fer, etc. On en donne, et puis vous fixez pas le fer, c'est comme ça. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans la cellule, il faut regarder, sauf qu'on n'a pas de microscope pour aller voir dans la cellule, donc on le met de côté. Et on se fie qu'à partir du liquide ambulant sanguin, mais qui est différent de ce qui se passe dans la cellule. De la même façon, on parle des métaux lourds aujourd'hui, on fait une prise de sang, vous n'avez pas de métaux lourds. Non, ils sont dans le milieu intracellulaire, donc il ne faut pas circuler dans le sang. Et on se trouve avec, c'est un outil de diagnostic. C'est un outil de diagnostic, la prise de sang. Mais il faudrait qu'on aille voir dans le milieu extracellulaire, il faudrait qu'on regarde la lymphe, il faudrait qu'on regarde la capacité de filtration des reins, et il faudra qu'on regarde au niveau intracellulaire. Et on ne peut pas. Il faudrait qu'on regarde dans les cheveux, voilà, aussi, qui sont les sources d'analyse. Donc c'est tout ça, en fait, qui est complexe. Donc détoxifier, c'est laisser son corps à l'abandon de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas. Donc qu'on soit médecin ou n'importe qui, personne peut vous dire ce qui va se passer. Par contre, on peut mettre des cadres pour bien préparer, bien reprendre et surtout faire les choses simplement et respectueusement sans brusquer les organes, sans brusquer les reins, le foie, ni le pancréas. Voilà, bon, c'était un petit peu ce que je pouvais dire sur 1 heure. Là, vu que il n'y a personne qui est après moi, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir avant qu'on se fasse mettre dehors. Donc, à vous écouter. Je suis quoi comme métier? Naturopathe. Voilà. Non, la médecine, c'est les médecins. Donc je suis pas médecin. Ouais. Ouais. Voilà, la naturopathie, c'est observer l'humain dans son ensemble et prendre en compte son terrain et ne pas s'attarder aux symptômes. C'est-à-dire que le symptôme, c'est l'expression du corps et c'est un outil de diagnostic.
d'observation, mais il faut aller creuser. Une consultation chez un naturopathe, c'est 1h30. Et vous faites le tour, il va regarder votre peau, il va regarder l'état de votre minéralité sur les ongles, il va vous poser des questions sur votre hygiène de vie, votre qualité de sommeil, la qualité de votre nourriture, votre ascendance génétique, quel trouble il y a pu avoir, va travailler en palpation sur les organes, voir là où il y a le plus de congestion, vous demandez où c'est ce que vous avez des pathologies articulaires, vous demandez les pathologies de votre petite enfance. Voilà, on va essayer d'inclure la personne dans sa globalité, est-ce qu'il y a un stress, quel est le travail qui est effectué, est-ce qu'on travaille de nuit, comment est le sommeil, quelle est la perturbation qu'il peut y avoir à la maison, à tout niveau que ce soit. Voilà, on va réfléchir, on va appréhender la personne d'un point de vue global, c'est-à-dire ce que faisait le médecin de campagne, quoi. Mais lui, il posait pas toutes ces questions parce qu'il connaissait le patient. Donc, ouais, mais ça va pas fort chez toi en ce moment. Hop, bon, il savait ça. C'est-à-dire que le médecin de campagne était, plus beaucoup les médecins de campagne, et naturopathe. Pour moi, le vrai médecin de campagne, c'est qu'il observe, quand on rencontre, il dit, oh, ben, tiens, il va toucher le patient. Et des médecins naturopathes aussi. Voilà, il y a tout. Le but, c'est de faire croiser les disciplines. Croiser les disciplines, c'est-à-dire que le médecin travaille avec le naturopathe, qui travaille avec l'homéopathe, qui travaille avec l'ostéopathe, qui travaille avec le podologue, qui travaille avec le prothésiste dentaire. Tout est complet. Ben, vu que l'humain est complexe, autant se compléter. Il n'y a pas. C'est pour ça que vous allez avoir des résultats sur une pathologie avec peut-être 30 approches thérapeutiques différentes, avec 30 résultats. Mais est-ce qu'il y en a une qui ira aller chercher la cause? Est-ce que ça sera symptomatique? Mais en fait, c'est ça, on vit dans un monde merveilleux, c'est qu'il y a plein d'informations qui circulent, donc vous allez forcément trouver écho à votre problématique quelque part et trouver une solution thérapeutique. Mais il faut que ça soit toujours respectueuse du corps et respectuosité de la complexité de votre individu propre. J'ai de l'eczéma. Je mets une pommade à cortisone. Est-ce que ça règle mon eczéma? Ça ne règle pas l'eczéma. Je pourrais couper la main aussi, il n'y aurait plus d'eczéma. C'est la même chose. Mais l'eczéma, il peut être alimentaire, il peut être émotionnel. Bon, et ben on n'a pas réglé la cause, ça ressortira autrement, puisqu'on a vu le but du corps, c'était de se libérer des choses. Donc, naturopathe, il va pas dire, bah oui, il y a des huiles essentielles pour faire ça, mais à quel moment est survenu l'eczéma? Bon, il va regarder l'alimentation, il va regarder le stress, puis ça va influer. Donc c'est plus engageant pour la personne et c'est plus engageant pour le thérapeute, mais c'est plus respectueux de la globalité de l'individu. Euh, le corps s'exprime tout le temps à travers ses symptômes. Et couper le symptôme, c'est couper la relation qu'on a avec notre subconscient. C'est comme si vous dites, moi je fais pas des rêves agréables. Moi, je vais prendre des neuroleptiques la nuit. Je rêverai pas. Ah oui, mais peut-être que mes rêves, en fait, c'est des messages codés de mon subconscient à moi-même. C'est le cas. Hein. Carl Jung, il en a écrit des parpaings là-dessus. Puis aujourd'hui, on le sait, hein, et des psychologues qui interprètent les rêves. Voilà, c'est fascinant le monde des rêves aussi. Où j'éteins, à dire, mettons, bah, j'aime pas la couleur de tes bottes. Eh ben, je dis, bah, je coupe la lumière, ou je tourne la tête, ou je dis, bah tiens, pourquoi en fait j'aime pas le rouge? Plutôt ça, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, donc il y a toujours facilité à tourner la tête du problème, de le dévier. Alors par moment, dans certains contextes de vie, on peut se permettre, tu vois, de mettre entre parenthèses, mais ça ne réglera jamais la cause de la problématique qui va revenir à un moment ou à un autre. Et euh, même le jeûne, je dirais si moi j'ai vu plein de centres de jeûne où j'ai été formé, psoriasis. Bon, psoriasis, le gars jeûne, bon, il vomit de la bile les premiers jours, ça sort, c'était le foie qui était bien engorgé, bon, il peut serrer les mains, il est content, et puis de psoriasis. Mais quelle était la cause? C'est bien de trouver la cause, parce qu'après, bon, peut-être qu'il devra rejeûner tous les 5-6 ans, mais c'est mieux de ne pas jeûner. Peut-être qu'il avait un énorme stress au travail, peut-être que voilà, c'était une grosse intolérance alimentaire, ou peut-être un dysfonctionnement complet du foie. Bon, bah là, en l'occurrence, c'était dégagé par le jeûne, mais voilà. Oui. Ouais.
Alors, la question c'est, est-ce qu'il y a un sens entre la perte de l'odorat et le pancréas? J'en sais rien, je sais pas du tout, je pourrais pas te dire. Est-ce qu'on récupère l'odorat pendant le jeûne? Alors ça, c'est un des trucs les plus manifestés. C'est-à-dire que, bon, un jeûneur, ça pue, hein, ça c'est clair. Mais bon, quand on est tous entre jeûneurs, ça pue pas. Mais par contre, l'odorat est super développé, c'est qu'il y a une micro-parcelle de nourriture qui traîne dans un endroit, c'est la truffe en l'air, quoi. Et donc l'odorat se retrouve un développement. La pathologie chronique la plus développée dans le monde occidental, c'est ce qu'on appelle la gueusie, donc la perte de goût. C'est généralement de la congestion et de la surstimulation. Évidemment, quand on décongestionne, eh ben, on retrouve cet odorat, mais de manière générale, les sens sont exacerbés parce qu'ils retrouvent un fonctionnement plus normal. Et bon, c'est pas de la fausse pub, hein, que je fais parce que ça c'est constaté. Et moi, la première personne qui va être introduite au jeûne, c'était ça, quoi. Même les cellules oculaires, si elles sont baignées dans de la congestion, elles peuvent pas se renouveler correctement. Et donc, il y a même des modifications de la vue. Les gens doivent changer de verre quand il y a des jeûnes répétés ou longs. Mais tout est une histoire de cellules qui étouffent. Donc les cellules olfactives en font partie. De manière toute simple, je me fais une fracture. Bon, je remets l'os en place, je mets une attelle. euh, je peux invoquer tout un tas d'esprits ou faire plein de choses, mais ça va cicatriser tout seul. Hein. Tu t'écorches, ça va cicatriser tout seul. Et ben, t'es lésé au niveau de ton odorat, dans des circonstances spécifiques, ça va aussi s'améliorer. Alors, tout a une limite, mais on le voit par exemple au niveau du foie, quand il y a des ablations partielles, bah, il y a une reconstitution du foie. Donc, c'est pas valable pour tous les organes, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se font. Et le goût, l'odorat, pour ce qui t'importe, là, c'est quelque chose qui est fantastique. Et pour le pancréas, là, les résultats sont très parlants. Alors, les travaux de l'université de Newcastle sont bien là-dessus, et les travaux du docteur Gabriel Coussens aussi, sur la régénération du pancréas. Le docteur Gabriel Coussens, c'est en Arizona. Il a son centre de soins là depuis une quarantaine d'années. L'université de Newcastle, c'est depuis pareil, 40-50 ans. Ils sont arrivés aux mêmes conclusions pour restructurer les cellules du pancréas. Donc, voilà. C'est d'autres questions, ouais. Alors, alors, purger l'intestin, ça veut dire je prends le contrôle sur l'organisme. Moi, je suis pas pour les purges, des choses comme ça, enfin, de manière spécifique, bing. Euh, le corps, il sait ce qu'il a à faire. Mais vous n'allez pas faire d'occlusion intestinale. Parce qu'en fait, vous mettez juste pause sur les intestins. Vous risquez une occlusion par mauvaise reprise alimentaire. Ouais, ouais, mais- ouais. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi on dit de faire des lavements. Je vous le dis parce que voilà, je connais beaucoup de patients de jeûne. C'est que les gens, ils veulent des effets, ils sont absolument pas conscients. Donc, là, je parlais des gens qui font, bah là, pour le coup, c'est jeûne et randonnée, des trucs comme ça. Ou c'est des gens, ça m'ennuie parce que ça fait donneur de leçons. Mais là, on est dans une mécanique de l'esprit, mais tu purges, tu perds de l'énergie, donc tu détoxifies plus. Et le corps, il sait ce qu'il a à faire au niveau des intestins. Et là, tu lui envoies un stimulus forcé, tu lui dis, bah tiens, tu vas travailler sur l'intestin. Mais lui, il a peut-être envie de travailler sur les reins, ou le pancréas, ou le foie, donc tu le diriges, donc tu reviens à ce truc-là de contrôle, en fait. Et moi, je prône pas de purge, pas de lavement, c'est le jeûne hygiéniste. C'est-à-dire où le corps, tu lui donnes les clés, vu que le jeûne, c'est un processus subconscient, eh ben, tu le laisses gérer. Il y aura des selles quand il y aura des selles. Et moi, je laisse aux gens libres de leurs activités. Je propose des activités pendant le jeûne, mais ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent rester lire des livres ou dormir, bah, c'est complètement antiphysiologique de mon point de vue. Donc la purge, non, c'est pas, c'est un stress pour l'organisme. Et il n'y a pas, il y a, enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attendait? Est-ce qu'il y a des choses qu'on, oui, voilà, il y a encore des gens qui me disent, ah ben oui, moi je fais de la randonnée. Ce qu'on a dit que le mouvement, ça active les liquides, et puis c'est bien, on active les échanges pulmonaires. Puis c'est les gens, je dis, bah quoi? T'as quoi comme effet? Détoxication? Bah, pas terrible. Ouais, je suis fatigué, hein, donc ça doit être bien. Je dis, mais t'as quoi comme effet? Bah, ouais, pas grand chose. Mais je recommence du coup. Et c'est les gens qui jeûnent après de manière plus hygiéniste, perdent 3-4 fois plus de poids. Leur but, c'est pas de perdre du poids, mais la perte de poids, c'est la détoxination. Donc ça inclut déjà plus de détoxination. Si tu fais une activité physique,
tu vas sécréter de l'acide lactique au niveau de tes muscles. Donc ces acides-là, tu les relâches en plus déjà des acides que tu as. Et toute l'énergie que tu mobilises pas pour la détoxination, bah, tu le mets à l'activité physique. Donc tu fais des purges et tu marches, bah, pour moi tu n'élimines pas, au contraire tu t'encrasses plus. Et tu te déminéralises. Mais par contre c'est hyper sécurisant, parce que là il n'y a rien qui se passe. Un petit trouble, un petit mot de tête de temps en temps, mais ça fait donneur de leçons ce que je dis, mais bon, faut assumer. Ouais. Oui. Alors les produits laitiers, quand j'en parle, déjà le lait de vache en tête de liste. Ensuite, le chèvre et brebis cru et bio, c'est moins pire. Moins de facteurs de croissance, moins de gras, et puis ouais voilà, c'est moins pire. Ah c'est bon, ouais. Mais tu verrais le cannabis, l'héroïne et la cocaïne, qu'est-ce que t'es bon. Oh là 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 là, mon Dieu. Je taquine, hein. Moi, je mangeais 40 euros de fromage par semaine avant. Je dirais jamais à personne que les fromages c'est mauvais, c'est délicieux les fromages. En plus, on en a plein des super, c'était délicieux, hein. Mais alors, si tu veux, tu prends par exemple du comté bien affiné où t'as plus de lactose ou un truc bien fermenté. Eh ben, de temps en temps, ça roule. Moi, j'en mange pas depuis des années, mais je dis jamais à personne enlève ça toute ta vie. Je dis tu enlèves, là on est en cure, et après tu réintroduis, et maintenant que tu as compris ce qui se passe dans ton corps, tu vois. Tu vas aller au resto, tu fais te faire plaisir entre amis, tu manges ton truc, c'est pas un souci. Moi je dis il faut être carré avec l'alimentation à 75-80%. Le reste, tu fais, t'as envie de ton fromage, tu manges ton fromage, t'as envie de ton verre de blanc, tu prends ton verre de blanc, t'as envie de ton pâté de cervelle de je sais pas quoi, bah tu le prends. Et si ça te fait plaisir de le manger, de le partager, eh ben c'est ok, parce que c'est un moment de convivialité, mais il faut que tu saches que ça te fait dessus. Faut pas que tu dises tiens c'est bizarre, oh, bah, ça doit être le hasard si j'ai mal au ventre ou si j'ai ci ou j'ai ça. Si toi ça roule, eh ben ça roule. Pour moi, il n'y a pas de choses qui doivent être interdites, il y a des choses qui doivent être gravement minorées et pour certaines personnes qui doivent être exclues au minimum temporairement. Voilà. Mais je peux pas dire. Si la personne, il y a des gens qui me disent bah, moi, j'ai ma clope tous les soirs. Ça te fait du bien? Oui. Est-ce que tu es coupable? Non. Bon, bah, qu'est-ce que je te dise? Tu habites à la campagne, tu fumerais pas, tirer dans les gages d'échappement, tu te sentirais pas plus coupable, quoi. Donc, par exemple, tu vois, c'est comment toi tu le gères. Si toi, c'est bien ce que tu le fais, si tu es en équilibre avec ça, ça roule. Mais il faut que tu saches que ça a une incidence. Oui. Je crois que tu avais une question, elle avait demandé avant, excuse-moi, je t'ai zappé. Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que tu manges aussi en même temps? Ah oui, bah là c'est déjà un truc. Là c'est que tu donnes des informations stimulantes pour les organes. Bah, t'es moins dans un processus d'élimination, t'es plutôt dans un processus de redynamisation des organes. Ouais, ouais, bah voilà, bah sur le foie alors, surtout. Eh ben, là, t'accompagnes par exemple avec des bouillots de choses sur le foie, t'actives la circulation sanguine du foie, puis tu fais le repos surtout le soir, puis la journée, tu vis normalement, tu peux faire même un peu d'activité physique. Mais la tisane, ça reste même si c'est naturel, c'est un médicament. C'est-à-dire que tu orientes le corps pour ça. Mais c'est très bien, surtout, hein. Enfin, on a de la chance, hein, d'avoir. Morel, c'est un grand spécialiste de la phyto. Donc, enfin, moi, on a beaucoup de passions en commun et ça se recoupe beaucoup. Et moi, ce que j'ai jamais rencontré, hein, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est qu'il fait beaucoup de tests d'intolérance alimentaire. Et donc, il a vu la partie alimentation dans son exercice. Et ça, c'est tout à son honneur, parce que les médecins ne sont pas formés en nutrition. Donc, c'est de. C'est pour ça, moi, j'accable pas les médecins, parce que derrière, faut. Moi, j'ai une amie médecin, une très bonne amie, m'a montré ce qu'elle avait ingurgité en 10 ans de médecine. Elle avait fait la pile de tous les bouquins. Eh ben, c'est pas possible d'aller chercher à côté. Et puis quand on pratique, eh ben, moi je travaille avec des médecins, donc ben, ils sont comptables, ils sont gestionnaires, ils sont plein de trucs. Après, il faut aller se former, donc ça veut dire bah, je prends moins de. Enfin, c'est une autre conception. C'est compliqué. Exercer la médecine, c'est compliqué aujourd'hui. Par rapport à tout un tas de choses, par rapport à un tas de pressions. Moi, j'ai des médecins qui voudraient. Moi, j'ai des médecins qui viennent jeûner à mes stages. Déjà, j'aimerais bien encadrer avec toi. Mais bon.
pas. Je vais être embêté. Donc il y a d'excellents médecins. Il faut vraiment pas confondre. Il y a d'excellents médecins. Et des fois, il faut écouter entre les lignes ce qu'ils disent. Oui, deuxième question, ouais. Ouais. Mm. Oui. Mm. Ouais. Non, mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'humanité a réussi à se développer quand même sans le lait de vache. Et que la densité osseuse a perdu 30% sur les 200 000 dernières années. Donc on a de moins en moins de densité osseuse, en fait, si tu veux. Et on consomme de plus en plus de produits laitiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sert à rien, en fait. Mais à n'importe quel âge de la vie. Là, tu parles de ménopause, on va parler clairement, regardez les troubles hormonaux chez les femmes, puberté précoce, difficulté de conception, puis les chirurgiens Copper qui regardent les qualités des ovaires et disent, oh, tiens, c'est pas terrible. La pilule et les produits laitiers, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, c'est crime contre l'humanité. Bah, est-ce qu'une vache, elle boit du lait? Est-ce qu'elle a des os solides? Euh, Ah bah écoute, hein, ah bah oui, alors moi j'ai une anecdote drôle. Mon ex-belle-mère, elle jamais pris de produits laitiers, parce qu'elle bon, elle vivait au-dessus d'une fromagerie pourtant, j'avais pris de produits laitiers, ça passait pas. Elle a 71 ans, alors le médecin dit, vous avez pas cette test de densité osseuse, mon Dieu, c'est grave, faites vite le truc. Le mec s'y reprend à 2 fois. Et je comprends pas, j'ai jamais vu des os comme ça. Et vous devez manger beaucoup de produits laitiers. Ah, j'en ai jamais pris, ça passe pas. Et point. Mais ça aurait pu être, ah bah bon, qu'est-ce que vous faites? Donc celui qui veut pas voir ou pas entendre, il verra pas, il n'entendra pas. Si moi j'ai envie que ces bottes elles soient vertes, elles seront vertes. Voilà, c'est ça. Et bah si le mec il a pas envie d'aimer autre chose que ce qu'il pense, ça c'est une question d'ego et d'orgueil, c'est pas une question de connaissance. C'est à quel point le médecin il dit bah mangez encore plus de trucs, bah, vous avez encore plus d'arthrose, mais il va faire ça toute sa vie. Mais t'en as d'autres qui se disent ah il y a un souci, puis il va lire signaler, puis il va comprendre, il va dire ah bah oui ouais. Il avait compris, lui, il y a 40 ans, ce médecin-là. Donc ça dépend, en fait. C'est un problème humain. C'est pas un problème de compétence, ni de poste, ni de thérapie. C'est un problème d'humain. C'est-à-dire la capacité à chercher, à remettre en question et à douter. Ce qui est très sain. Ben, on les croit. Tu fouilles. C'est à toi de faire le bouillot pour les autres, malheureusement. Tu viens à des conférences, tu achètes des bouquins, tu recoupes, tu remets en question. T'es perdu, hein, de toute façon. T'as pas le choix, quoi. Oui. C'est pour ça que je faisais la conférence sur les régimes santé, ils disent tous l'inverse. Et donc, tu peux pas faire autre chose, mais c'est l'expérimentation. Donc les gens disent, bah, il faut du calcium, ça vient du lait, mais moi le lait je le vomis. Ça passe pas, ça passe pas. Ou quand j'en prends, j'ai de l'eczéma. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que n'en prends pas? Tu as une question? Ah, super. Toi, tu dis il faut pas boire trop de produits laitiers? Ah, tu bois pas de laitage? D'accord. Est-ce que tu te sens bien? Eh ben, ça bien. Ça roule. Super. Exactement. Lui non plus? Ben voilà, ça va. Ouais. Les enfants, ils ont un instinct alimentaire qui est phénoménal. Il y avait une étude qui avait été faite justement. Il y a des enfants, c'était au Japon, et la cellule, la membrane plasmique de la cellule n'était pas correctement formée, rien n'était assimilé, donc les enfants mouraient. Et donc ils avaient mis l'enfant dans une salle et ils avaient mis tout type d'aliments. Et puis ils s'étaient dit, bah, foutu pour foutu, on va faire l'expérience. Et le gamin, il allait vers le blanc d'œuf, puis blanc d'œuf, blanc d'œuf.